Je viens vous présenter Persona Gaia, un saut d'espèce en pleine conscience. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà un titre pareil? Dites-moi, Persona Gaia, un saut d'espèce en pleine conscience. De quoi ça parle? D'espèce. Donc je suppose que c'est l'espèce humaine, mais... Oui. Gaïa, c'est la Terre aussi. Oui, des humains en lien avec la Terre. On est au bon endroit, le Reda, ça parle de ça. Et de conscience. Oui. Vivre en conscience. Oui. Vivre en présent. Au moment présent. Et on a une super pro de la présence et de la conscience dans notre local. Donc, si vous avez des questions, posez-lui des questions. Et un saut d'espèce. Qu'est-ce qu'on fait d'un truc pareil? Penser au saut quantique. Penser au saut quantique, mais en espèce. Un saut quantique et en espèce. Donc, on est sur une couche électronique, on a un peu d'énergie, on saute sur l'autre couche électronique. Hop là! On passe à une espèce. Voilà, d'une échelle électronique, on passe à l'espèce, et on pourrait faire un saut d'une espèce à une autre. Voilà. Ah! Et on se rapproche de la définition. Et on quitterait quoi pour aller vers quoi? Là, pour l'instant... Des humains en pilote automatique vers des humains conscients. Voilà. Et j'ai la prétention de dire que des humains en mode automatique sont les sapiens. Les sapiens, c'est tellement... Seulement sapiens, c'était il y a très très longtemps. Alors après, voilà, ils ont compris qu'ils comprenaient, ils ont fait des trucs, plein de conneries sur la planète, et ils sont contents, ils continuent. Donc le sapiens, c'est une espèce assez particulière. Et d'aucuns disent qu'il est en voie d'extinction, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'extinction pour dire « Oh, c'est la catastrophe, tout va s'effondrer !» Ok, bon, ça fait prendre son pied un certain temps, on aime bien avoir des petites angoisses, on se fait peur. Mais l'intérêt, c'est quand même la vie. Et donc, on sait bien qu'il y a toujours eu des dépassements d'espèces, des sauts d'espèces, on le sait, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, c'est notre théorie d'aujourd'hui, clairement. Les espèces passent... Pardon. Il y a deux théories. Il y a une théorie qui dit que les espèces réalisent un saut, et une autre théorie qui dit que ça se fait graduellement. Donc il y a deux fronts qui s'opposent à ce sujet-là. Mais en tout cas, on parle de saut d'espèces. Donc il y a quand même quelque chose qui est de changer d'un état à un autre état. Et je vous invite à aller explorer le Persona Gaia. Cette personne qui est en contact intime avec sa planète, son environnement et la planète. Ça va, ça, si on allait explorer ensemble ce nouvel humain, parce que vous savez qu'au cours de l'histoire, il y a toujours eu le nouvel humain. Toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les grands cycles et les grands mouvements ont tous décrit l'homme nouveau. Donc c'est vraiment chez l'homme, hein, ce genre de truc, on aime se définir comme étant nouveau par rapport à l'ancien, tout le temps. Et les quelques études que j'ai faites là, qui nous ramènent à 500 ans en arrière, tous les philosophes disent exactement la même chose, les philosophes qui ont laissé un nom dans l'histoire. Clairement, on ne veut plus de cette société, on en veut une autre. Observez tous les philosophes, ou alors référez-vous à ma première vidéo de présentation, le drame des intuitifs. Depuis 500 ans, tous les philosophes disent la même chose. On en a plein les bottes de cette société et on veut une autre société, qu'on a appelée utopiste, idéal. Hein, l'utopie, la fameuse île lointaine où il se passe des choses qui ne sont pas celles où nous vivons. Eh bien, il faut savoir que dans le régime anglais, le mythe de l'utopie est quand même arrivé au moment où le capitalisme était grand train et commençait à faire basculer l'ensemble du système, où les gens passaient de serfs à individus responsables et propriétaires. C'est à ce moment-là que des philosophes ont compris que c'était un piège, une fois de plus, pour contenir... Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, installe-toi. Merci. À ton aise. Et en fait, les philosophes, en tout cas John Locke à laquelle je pense, a décrit le fait que ça allait être une prison pour les citoyens encore plus grande que le servage. Parce que dans le servage, le seigneur avait des responsabilités sur ces sujets. Au niveau propriétaire, des structures pyramidales, capitalistes, c'est tout à fait la même chose. On parle un autre discours. Bon, eh bien voilà, alors pour notre titre Persona Gaia, un saut d'espèce en pleine conscience, eh bien on sait qu'on va partir de l'Homo sapiens sapiens, et on sait que l'on désire arriver à un endroit qui s'appelle
persona Gaia, en tout cas un groupe d'humains qui se définit autrement que ce qui se passe pour l'instant dans la société et qui veut réellement, de par l'intérieur, évoluer vers autre chose. C'est notre grand programme. Et en fait, depuis 1 an, un groupe existe et un groupe est en train d'évoluer. Donc, cocorico, je suis très fier, ça me fait super plaisir. Maintenant, on est dans la 2e année et donc il y a déjà une modification du programme que je vais vous présenter. Alors, je vous présente un programme, c'est-à-dire que je vais prendre un temps limité pour chaque section du programme. Les 10 vraies émotions ont déjà fait l'objet d'une conférence le 19 mai 2017 et je reviendrai sans doute prochainement continuer le travail présent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 chaînons manquants. Et oui, parce que pour sauter d'une espèce à une autre, comment est-ce qu'on fait, mon cher monsieur? C'est quoi la recette? 5 chaînons manquants avec 2 outils qui sont EFT, Emotional Freedom Techniques, et auto-hypnose. Ça va? C'est bon? 5 chaînons manquants. Bon, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que ça pourrait être, les 5 chaînons manquants. Je suis trop excité. Alors, le premier chaînon manquant, c'est les 12 formes de l'intelligence. Tadam! De quoi parle-t-on quand on parle des 12 formes de l'intelligence? Il y en a 12? C'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce que ça pourrait être, les 12 formes de l'intelligence? Allons-y. Il y en a 12. Hein. Alors, il y a l'intelligence du cœur. Alors, C'est un terme qu'on utilise régulièrement. Intelligence du cœur, on prend. Spatial, visuo-spatial. Ok. Bah, émotionnelle, mais je ne sais pas si elle va avec celle du cœur. Je ne sais pas comment on Oui, définit c'est l'intelligence ça. du cœur, si c'est une intelligence relationnelle ou si c'est une intelligence émotionnelle. Ah, c'est que émotionnel, ça sert au relationnel. Une intelligence Ouais, mais- relationnelle. Ok. Donc, je prends le cœur, visuel, relationnel, interpersonnel, comme on dit. Du cœur, on va peut-être mettre ça... En fait, il y a plusieurs cœurs. L'amour, vous ne connaissez pas ma célèbre vidéo, les 4 formes de l'amour? Oui. Bon, ok, d'accord. On vous fera circuler ma vidéo, les 4 formes de l'amour. Donc le cœur, en fait, il y a le cœur de soi à soi avec son conjoint, son compagnon. On va mettre ça plutôt dans l'intrapersonnel. Et l'intelligence du cœur, l'amour inconditionnel. J'aime toute chose, j'aime la vie, j'aime les plantes, j'aime les minéraux, je suis dans l'amour avec Dieu. On va mettre ça dans un autre style d'intelligence, plutôt une intelligence spirituelle ou amour inconditionnel. Dans la relation d'individu à individu, il y a quand même des conditions. Dans la relation au grand tout, c'est l'amour inconditionnel, donc il y a beaucoup moins de conditions, c'est un amour beaucoup plus ouvert. Ok, pour ces deux-là. Donc le cœur, on peut le prendre dans 2 formes d'amour, dans 2 formes d'intelligence différentes. 3, ok, il y en a encore 9. Une intelligence intuitive. Et on va la mettre dans l'intrapersonnel, l'intuitif. Donc c'est la capacité de s'écouter de l'intérieur et d'entendre ce qui est dit pour le traduire le mieux possible. Moi, je vais me permettre de le mettre dans l'intrapersonnel. Mathématique. Quoi? L'intelligence mathématique. Ah, voilà! La logico-mathématique. Mathématique et logique et rationnelle. J'ai mis les 3 termes, comme ça cerne bien le bazar. Ensuite, Manuel. manuel. Un artisan, une intelligence manuelle. Alors, on va parler du kinesthésique et corporel, on est bien d'accord. Et une qui est juste à côté, qu'on ne nomme jamais, mais que j'ai introduit dans mon modèle, c'est la tactile. L'intelligence de la peau, puisque la peau est quand même le plus grand organe du corps. Elle a 3 structures très différentes et elle obéit, enfin, elle a tellement de fonctions qu'on ne sait pas encore décrire l'ensemble de toutes les fonctions de la peau. Et elle nous informe d'une masse de choses dont on ne prend pas spécialement conscience. Donc, je me suis permis d'introduire l'intelligence tactile, proprioceptive, sexuelle. Ok, bon, ça nous en fait déjà une bonne moitié. Olfactive. Oui, exactement, olfactive, et que j'ai associé avec gustative, parce que c'est la même sphère, et ils sont quand même fortement puissants tous les deux. Alors, l'auditive, musicale et vocale, j'ai réuni ça dans auditive, musicale et vocale. On est bien d'accord. Oh, ça progresse, on est à 8. 8, c'est ce que dit la science d'aujourd'hui. Hein. Les 8 intelligences multiples de Gartner.
C'est le modèle qui date de 1985. Il a déjà plus de 30 ans. Bon, évidemment, il est vieux et dépassé, mais c'est encore lui qui... Et l'intelligence tactile était déjà reprise. Yes. Oui. L'intelligence de l'imaginaire. C'est une intelligence très importante dans laquelle beaucoup de personnes sont totalement perdues et n'arrivent pas à sortir. Et alors, ils sont super intelligents dans l'imaginaire, mais pour les autres formes, ils sont beaucoup moins compétents. Donc, l'imaginaire archétypal fantasmatique, je l'ai regroupé dans ce sens-là. Cela vient très bien. La linguistique, évidemment. Hein. Le langage, la linguistique, chez l'humain, c'est pratiquement sa signature, le langage humain. Super. Les deux dernières. Voilà. Naturaliste. Et oui, la naturaliste, qui fait partie du modèle de Garner, clairement. Donc, c'est comment est-ce qu'on se débrouille dans la nature. Si on vous lâche tout nu dans la nature, est-ce que vous allez revenir avec une peau de bison sur la tête et une lance et vous allez débrouiller en faisant une cabane et 14 enfants au passage. Donc, c'est le naturaliste. Distancié. Yes, c'est en fait la 9e forme qui a fait couler des gorges chaudes, de l'encre et des gorges chaudes, parce que est-ce que l'intelligence spirituelle existe? Alors il y a plein de gens qui se sont dit mais non, ça n'existe pas, et puis il faut quand même reconnaître que la plus grande partie de l'humanité vit avec une intelligence spirituelle. Donc décréter que l'intelligence spirituelle n'existe pas alors que la plus grande partie de l'humanité a un cœur qui palpite pour la spiritualité, c'est quand même étrange. Et comme dans mon modèle, je voulais qu'il soit le plus global possible, puisque moi je parle de l'être humain. Donc forcément, je suis censé regrouper la plus grande partie des êtres humains. Donc voici un nouveau modèle qui parle des 12 formes de l'intelligence. Alors en quoi est-ce intéressant? C'est que pour réaliser un saut d'espèce en pleine conscience, il faut évoluer d'un endroit à un autre. Eh bien, c'est ce que propose ce schéma, parce que je vous ai caché la consigne ci-dessous. Non, elle restera cachée. Eh bien, dans cette consigne, je vais vous faire passer les feuilles et on va explorer ça ensemble. Chers amis, je vous distribue un test rapide. Vous voyez les 12 formes de l'intelligence et je vous invite à inscrire un numéro 1 dans les 3 à 5 formes que vous utilisez tout le temps, celles qui vous qualifient le plus souvent. Tu as encore une feuille à l'inscrire. Ah oui, certainement. Merci. Ensuite, je vous invite à inscrire un numéro 2 dans les petits cercles qui sont là pour les 3 à 5 formes que vous utilisez moins souvent ou occasionnellement, c'est plutôt parfois. Et un numéro 3 dans toutes les autres formes que vous n'utilisez qu'occasionnellement ou alors pas du tout, ou alors même que vous avez une aversion de ces formes-là. Voilà, je vous laisse quelques dizaines de secondes, je n'ai pas encore fini, quelques minutes. Donc comme c'est un test rapide, vous regardez les termes, et puis vous vous lâchez sur un 1, un 2 ou un 3. Ça varie en fonction des moments, en fonction du temps. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Oui, Il y a une Ça fluctuation complète. Donc, parfois on peut être 2, parfois on peut être 3, parfois on peut être 1 en fonction des gens, en fonction des situations. Donc, arriver à caler comme ça, à fixer dans des numéros, c'est assez difficile. Non, je suis d'accord. Comme ça, ton instabilité. Mais qui est réellement stable, ça c'est la question. Alors, je réponds à ça qu'il y a des dominantes à l'intérieur, des constantes à l'intérieur des personnes, dues à leur patrimoine génétique, à leur patrimoine épigénétique et à l'éducation de l'environnement social. Et en fait, on n'est pas si variable que ça. On est plutôt strict et rigide, plutôt que variable. Si maintenant tu as une intelligence qui est variable et qui est à ce point flottante et fluctuante, c'est sans doute la preuve d'une adaptation vraiment intéressante. Donc super. Je me contenter. Mais bon, comme c'est un test, évidemment, il y a des grandes lignes et on tâche d'explorer certaines informations sur les grandes lignes. Évidemment, ça c'est une base de recherche qui me servira dans le futur. J'espère. J'ai un informaticien des big data sous la main, donc j'espère qu'un jour je pourrai lancer une étude là-dessus. Sur la version brève et courte et sur la version longue, où à chaque item a 10 phrases à cocher. Donc, voilà. Ça c'est pour vous faire prendre conscience déjà des 12 formes de l'intelligence, parce que j'ai une anecdote, c'est que
en Belgique existe une méthode qui s'appelle les octophènes. Une enseignante a pris le modèle de Garner et en a traduit en pédagogie infantile. Et là-dedans, je lui dis, mais enfin, dans le modèle de Garner, où est-ce que tu mets la cuisine? Cuisiner. Tu sais, cette intelligence fabuleuse qui fait que, en général, une mère de famille peut associer les papilles gustatives des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées à la même table. C'est quand même une intelligence incroyable, non? Parce que ça nourrit toute l'humanité tous les jours, et c'est fonctionnel tous les jours. Donc c'est que c'est une intelligence quand même très spécifique. Eh bien, la réponse c'était, mais dans le kinesthésique, bien sûr. J'ai dit, ah bon? La cuisine dans l'activité de mouvement? C'est bizarre, non? Donc voilà, le modèle est vraiment incomplet au niveau de Garner, c'est très clair. Et donc, ma prétention, c'est qu'en travaillant sur les 12 formes de l'intelligence, et comment est-ce qu'on y travaille dans Persona Gaia, je vais le dire tout de suite après, eh bien, on arrive à développer une plus large ouverture de conscience de ce que l'on fait au moment où on le fait, et peut-être bien une plus large variabilité de tout ce que l'on fait sur une journée. Prendre conscience de cela n'est pas une perte de temps, comme certaines personnes aiment à me le faire croire, mais est en fait un élément qui fait qu'on perçoit mieux son environnement, et on sait ce que l'on agit réellement dans son environnement au quotidien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être hyper focus comme ça tout le temps? Non, bien sûr que non. Dans Persona Gaia, comment est-ce qu'on fait travailler les 12 formes de l'intelligence? Déjà avec un syllabus dans lequel il y a des jeux, 3 niveaux de jeux, les jeux faciles, les jeux difficiles et des jeux expérimentaux. Et le fait est que je fais travailler sous forme de jeu, tout simplement. Donc, il n'est pas question de prise de tête. Et la deuxième manière, c'est la transe hypnotique. C'est pour ça que je donne un module d'auto-hypnose dans Persona Gaia. C'est parce que je propose à mes membres de la transe hypnotique et comment le faire eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est hyper simple de la transe hypnotique. Donc, il ne faut pas suivre 40 000 ans d'éducation pour se mettre en auto-hypnose et pour en faire des choses très bien. Et puis, ça, c'est pas une forme d'intelligence. Quoi? À maîtriser les états de conscience modifiés. Oui, c'est une forme d'intelligence qui est intrapersonnelle, psychologique. C'est de percevoir intimement ce que l'on est en train de vivre et de voir si on veut continuer cette émotion-là ou cette pensée-là, ou cet état-là interne, ou de se dire non, non, ça je ne veux pas aller là-dedans. Donc oui, ça amène une perception plus intime, évidemment. Mais en général, les personnes à qui j'adresse mon modèle, ce sont les personnes intuitives. En général, eux, ils ont plein de perceptions internes. Et en général, trop de perceptions internes. C'est un des problèmes des intuitifs, c'est qu'ils ont un univers entier à l'intérieur, mais blindé de tellement de stimulation qu'ils ne savent plus en faire le tri. C'est une des prétentions de mon modèle, c'est qu'on peut en faire le tri grâce à ça. Au moins, en tout cas, sur une palette de 12. Et ça permet de mieux se comporter dans la réalité quand on veut réfléchir à ce qu'on fait. Ça va? Réaction, question? Jean, ça va? Tout va bien, merci. Le yoga est un peu partout. Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses au yoga. Donc, ce n'est pas que l'exercice de la kinesthésie. La psychologie n'est pas un peu partout, elle est partout. Voilà. Ok, ça c'est le premier chaînon manquant de Persona Gaia. Alors, ces jeux se travaillent comment? Ils sont sous la forme d'un syllabus dans la plateforme. Donc c'est une plateforme informatique dans laquelle il y a plusieurs sections, les 5 chaînons manquants, EFT, auto-hypnose, les respirations, les méditations, il y a toutes sortes de choses. Donc, comment est-ce qu'on travaille dans Persona Gaia ces 12 formes de l'intelligence? D'une part, avec les textes hypnotiques. Donc, en 2017, on a réalisé des hypnoses online. Donc, chacun était chez soi et je proposais des textes d'hypnose aux personnes. Et on voit très bien sur les images que les gens sont comme ça. Et quand les gens sont comme ça, en général, on dit qu'on est en transe. C'est très clair. Voilà. Alors, c'était des trans qui proposaient d'explorer une forme de l'intelligence à chaque fois. Et ça peut se faire. Donc, c'est de l'hypnopédagogie. Donc, c'est un courant qui existe, qui n'est pas encore super bien exploité, mais qui me semble qu'il commence à faire des petits. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une partie, hypnopédagogie.
L'autre partie, c'est de réaliser les jeux du syllabus et puis après de se réunir en clan, parce que Persona Gaia, ce n'est pas simplement Alain Legrand qui raconte son super savoir et qui fait que « je sais tout, je vais vous révéler qui vous êtes ». Donc c'est pas ça du tout. C'est que le travail des pairs est très important. Et le travail des pairs, ça devrait être normalement 70% du temps de travail dans Persona Gaia. On n'y est pas encore, mais je cravache pour qu'on arrive jusque-là. Donc, on crée des clans. Donc, dans la communauté, il y a des membres, on crée des clans de 3 ou de 4. Et ces clans se réunissent une fois par semaine dans un Skype, en tout cas un webinaire, vidéoconférence à 3, et travaillent sur les 5 chaînons manquants, ou sur 3 des 5 chaînons manquants. Ça dépend des consignes que je donne mensuellement. Et donc, à ce moment-là, le travail des pairs est important. Et comme les clans changent de mois en mois, eh bien, on peut avoir une belle brochette de choses qui tournent, en tout cas de savoir qui tournent, des pairs entre eux. Ça va pour cette première forme? Ou vous dites, vous ne voyez pas encore très clair? Qui ne voit pas clair? Tout le monde voit clair? Ah, super. Ok. On va déjà passer à au deuxième chaînon manquant. Ouais, déjà? Ok. Bon, ok. Le deuxième chaînon manquant, les 10 vraies émotions. Alors, pourquoi j'ai appelé ça les 10 vraies émotions? Parce que dans la culture dominante d'aujourd'hui, dans la sphère Internet, vous voyez les articles ou des vidéos qui sont blindés de 4 à 6 émotions primaires, de base. Non, ils appellent ça les émotions de base. Pardon. Et vous connaissez les 4 à 6 émotions de base qui sont diffusées largement sur la toile? C'est celles qui sont vice-versa. Exactement. Joie, colère, peur, dégoût, tristesse. Oui. Super. Vous voyez pas un petit truc dérangeant là, dans cette répartition des émotions humaines de base? Ça c'est fuck you et ça c'est chouette. C'est un peu bizarre de décrire l'humain comme ça, non? 4 émotions qui sont franchement négatives, lourdes, dérangeantes, perturbantes, et ainsi de suite. Et il y en a une qui est la joie. La joie. C'est tout. C'est bizarre. Enfin, bref, moi en tant que psychologue, j'ai regardé ça, je me dis, mais moi ma vie, je ne la vis pas comme ça. Mes patients, si je devais les réduire à ça et à ça, il y aurait un souci quand même. Et ce savoir, et le savoir largement diffusé, en plus maintenant par le film, vice-versa. Donc, tous les enfants savent qu'il y a 5 émotions. C'est pas mal, il y a 10 ans, ils étaient même pas au courant des 5. C'est une manière de voir, et qui est positive. D'accord. On est passé de rien à 5. C'est pas qu'on est passé de rien. Ouais. Avant, les émotions n'étaient pas nommées. Non, on n'en parlait pas. Elles existaient, on n'en parlait pas. Ok, on va dire alors, d'une manière très positive, que c'est un premier pas vers l'évolution des enfants, après 5, qui pourront passer à 10. 10. Oui. Mais quelles sont-elles, ces 10? Courage. 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 Voilà un homme viril. Alors, C'est-à-dire qu'il manque les antagonistes à peur. puis intelligente qu'elle est. Bravo, mais c'est exactement comme ça que j'ai créé mon modèle. Non, mais si je pense que moi, je suis franchement intelligent, franchement, cet homme est intelligent, c'est évident. C'est logique, en C'est fait. la logique des clans. Parce que ce qui était important au niveau des émotions, c'est déjà sa définition. Émotion, emotion, movere, le mouvement, se mouvoir. Les émotions sont des flux d'énergie interne qui portent au mouvement. Mais quel mouvement? Voilà, ce qui est intéressant dans le flux des 10 vraies émotions, c'est qu'il y a un flux. Et de voir les émotions, donc de par la définition d'un mouvement, de voir les émotions dans le mouvement. De quel mouvement s'agit-il? Qu'est-ce qu'elles nous font réaliser comme mouvement? Et là, grande découverte, dont je ne suis pas beuvière, c'est que nous avons des émotions ouvrantes et des émotions fermantes. Des émotions qui nous font aller dans le sens de l'avant et des émotions qui nous font aller vers l'arrière, en général en termes de protection
de la créature. Voyez-vous que la surprise, la joie, le désir, la fierté, la hardiesse sont des émotions qui, quand elles montent, impriment un mouvement vers l'avant. Vous pouvez sentir ça en vous? Oui, ça va? Oui. Et les émotions enfermantes ou fermentes, ce sont les émotions de peur, tristesse, dégoût, colère et angoisse qui nous font nous reprendre sur nous-mêmes, régresser, nous retirer. Et la colère, ça peut nous pousser en avant aussi. On est d'accord. Mais alors là, il y a une question de destruction et d'attaquer pour détruire. Tandis que dans la notion de fierté, c'est la même énergie, mais qui n'attaque pas pour détruire. Et ça, c'est l'astuce de ce modèle, c'est que la peur et la surprise, c'est la même énergie. C'est le même flux qui monte à l'intérieur du corps, soit pour aller vers l'avant ou vers l'arrière, mais c'est le même flux. Parce que la surprise, c'est de la peur sans la peur. Ça va? Avec cette astuce-là, la surprise, c'est de la peur sans la peur. Vous voyez un peu dans l'expression du corps? Oui ou pas trop? Surprise, oui. Je suis pas trop d'accord avec le désir et la fierté. Je trouve que de temps en temps, ça peut être enfermant, en fait, le désir et la fierté aussi. Alors, c'est le mouvement du corps. Okay. La définition, c'est clairement le mouvement du corps. Parce que ça va avoir une influence, le mouvement du corps, dans ce qu'on appelle l'émotion, c'est-à-dire un flux d'énergie qui monte d'une manière brève et qui fait mouvoir le corps. Ça va avoir une influence sur les sentiments et les comportements. Parce que ici, les émotions, c'est un flux bref dans le corps. Tandis que les sentiments, à partir du moment où on est en termes de sentiments, on est en termes d'échange avec le cognitif et le flux émotionnel, et ça reste plus longtemps. À ce moment-là, comme ça reste plus longtemps, ça devient un sentiment. Et ce sentiment, s'il reste un certain temps incertain dans notre comportement, se transforme en comportement. Et à ce moment-là, on dit, tiens, tu es comme ça. Et ça, c'est la signature que l'on voit, que les autres voient de nous à ce moment-là. Et ce qui est transcendantal de ce tableau, c'est qu'on a une série de sentiments du monde qui enferment, et puis des comportements qui sont plutôt des comportements parasites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceci est la deuxième version du modèle, parce que je me suis aperçu, en travaillant sur le féminin sacré, que ce monde-ci est toujours un monde de saccage et de destruction. On ne peut pas aller bien, on ne peut pas construire quelque chose de durable avec ce truc-là. Il faut toujours que ça saigne, que ça coince, que ça cogne, que ça heurte. Et donc, à ce moment-là, le sapiens est aux prises avec une émotion qui lui fait tout le temps du mal. Et il ne se nourrit que de ça. Vous connaissez tous des gens dans leur vie, ils ne sont que là. Et de temps en temps, ils poussent une pointe de l'autre côté, pour quelques secondes, et puis leur vie est franchement un enfer permanent. Ça dépend de ce qu'ils achètent. Dans quel sens? La compulsion d'achat permet d'éprouver une joie momentanée. Okay. Une fierté Et une aussi. forme de fierté. Ça dépend de la marque de la bagnole qu'on s'est acheté. Le désir, c'est pas vrai. Et Et dans la l'espoir baisse, d'éprouver, de générer le désir autour de soi, souvent la belle voiture. Ok. Voilà, donc, dans la deuxième version du modèle, du saccage au sacré, on peut aussi commencer à y voir que, étrangement, le côté de la névrose, de la destruction, de l'enfermement et de la souffrance, c'est quand même bien ce côté-là. Alors, c'est pas aussi manichéen que ça, on est bien d'accord. Hein, le schéma est quand même souple, et pour certaines personnes, dans le domaine du désir ou de la fierté, il y aura des trucs qui viendront coincer, on est bien d'accord. Ce schéma sert à utiliser Emotional Freedom Techniques. Parce que EFT demande de ramener le problème que l'on a, l'histoire que l'on raconte et qui nous fait souffrir, aux émotions. Et l'EFT demande que les émotions soient tapotées. Donc dans ce cadre-là, ce schéma, c'est pas un schéma, une fois de plus, qui se veut exhaustif de tout, c'est un schéma dynamique qui sert, parce que justement, on va travailler bien sûr beaucoup de ce côté-là pour libérer de ce poids qui ankylose ou qui enkyste. Mais une fois de l'autre côté, il y a des familles, parler du désir, c'est un péché capital, hein, donc il est hors de question de parler du désir. Eh bien, on devra quand même tapoter de l'autre côté les séances de FT sur les émotions ouvrantes, parce que dans les fausses croyances des familles, et bien souvent, on ne peut pas accéder à ça. On ne peut pas être fier, hein, par exemple, notre culture belge, on ne peut pas être fier chez nous, hein, ils ont perverti le terme, hein.
clairement. Parce que sinon, on dit que tu es aussi fier, tu pètes au-dessus de ton cul. Il est fier comme un pan. Et c'est tout de suite une péjoration, en fait. Ça aussi, c'est assez intéressant de constater qu'en nous interdisant des montées émotionnelles qui nous permettraient d'aller de l'avant, comme la culture nous l'interdit, ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, comme le flux d'énergie est là, ben, il est fort, ok, ben alors il ne peut tourner que dans la colère. Super, parce que dans cette culture-ci, quand un homme s'exprime avec fierté, on lui dit soit qu'il se la pète, il est prétentieux ou quoi, donc éjecté, soit on lui dit qu'il est tout le temps en colère. Et alors qu'est-ce qu'on fait de cette fierté chez les hommes ou chez les femmes quand elles l'expriment? Eh ben, on ne peut pas en fait. Donc ce schéma est intéressant parce qu'il fait d'abord soigner les blessures intérieures de ces émotions enfermantes, parce qu'on en a beaucoup, on en a tous beaucoup. Et il faut aussi tapoter les émotions ouvrantes parce que là, je glisse sur le mot, le conformisme social nous les interdit. Et en général, c'est le conformisme religieux, le conformisme social qui nous l'interdit. On fait passer ces interdits-là par la porte de la religion. Ça va? Vous voyez l'intérêt de ce modèle? Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est de manière intuitive, je ne comprends pas comment tu les appareilles. Parce que je comprends la logique, mais je ne comprends pas comment tu les opposes. Parce que moi, j'appareillerais plutôt peur avec courage, que tu appelles hardiesse. La tristesse et la joie, oui, ça d'accord. Le dégoût et le désir, oui. La colère et la fierté, ça je ne comprends pas. Et l'angoisse versus la hardiesse, je ne comprends pas non plus. Ok, je vais répondre à ça. D'autres questions sur le schéma? Moi, je mettrais les deux ensemble, parce que ce qui permet de surmonter la peur, c'est le courage, en fait. Alors, le courage est un comportement parce que ça se marque, ça se voit. Il a eu un comportement courageux. Sinon, on ne voit pas que les gens sont courageux. Donc, c'est un comportement. Ce n'est pas une émotion en soi. L'émotion, hardiesse, va mener au courage. Mais là, je parle en termes d'émotion. Et la hardiesse, c'est le truc spontané qui monte comme ça, qui dit « Allons, compagnons, allons hardiment découvrir le monde. Allez, on prend le bateau, allez, on y va. » Allez, on passe de l'autre côté de la montagne, les gars. On va aller explorer les canyons et les ravins. C'est de la hardiesse. Quoi, tu ne veux pas explorer les canyons et les ravins? Ah bah alors tu n'aimes pas ta hardiesse. Alors t'es coincé du côté de ton angoisse. Et qu'est-ce que c'est l'angoisse? C'est un effondrement intérieur au niveau identitaire. Définition de l'angoisse. C'est un mouvement, mais d'effondrement intérieur au niveau identitaire. Tandis que quand ton émotion hardiesse monte, tu vas à l'exploration du monde. Et explorer le monde construit notre identité, puisqu'on va créer des nouveaux liens à l'extérieur. Tu vois la dynamique entre ce qui s'ouvre et qui crée des liens à l'extérieur par rapport au mouvement effondrement qui nous replie vers l'intérieur. Et je parle toujours du mouvement. Ça va, décomposer l'émotion comme ça? Vous voyez l'intérêt? Et en fait, monsieur a donné la réponse tout à l'heure. Il a eu raison de dire qu'avant, on n'en parlait pas. Donc chez le Sapiens, il y avait un sac dans lequel il y avait plein de trucs qui se passaient. Et on disait, bah, ça c'est une maladie, ça c'est un truc, et ça, on t'en fout, ça t'oublie. Surtout chez les femmes. Hein. Chez les femmes, quand elles tentaient d'exprimer leurs émotions, on disait, non, ça t'oublie. Ça c'est pas ça. Non, pas, non. T'es hystérique. Tu es hystérique, oui. Oui. T'es folle, t'es hystérique, t'es une malade, t'es une sorcière. Hystérie, c'est féminin. Voilà. Hystérie féminine. Hystérie masculine. Non, il n'y a pas non. Les hommes, ils sont bien, évidemment. Hardiesse. Bon, voilà. Et Mais donc, en fait, non, la hardiesse, elle existe, mais uniquement chez les héros. C'est-à-dire pas nous. bon, oui, ça va. Oui. Alors, on a hardiesse d'être ici face à vous. D'affronter un public aussi terrible. 007 ou OSS 117, parce que c'est pas Non, pas OSS, non, c'est pas possible. Pas possible. Ça va, vous voyez l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est que le Sapiens, on le fait vivre dans une bouillotte interne, en le faisant bouillir tout le temps, avec, soit avant, on lui envoyait les journaux, et on écrivait plein de trucs horribles dans les journaux, puis après, on a eu les journaux avec les photos, puis on a eu la radio, puis on a eu la télévision, maintenant avec Internet, et vous voyez bien que le flux de l'enfer et de l'horreur ne change pas.
On est tout le temps bombardé d'angoisse, 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 d'angoisse. Et c'est très intéressant, parce qu'à ce moment-là, le sapiens ne peut pas évoluer. Donc, ce que je tente de raconter, en fait, avec ce programme, c'est que tout sapiens est destiné à évoluer. Il n'est pas question de sélectionner des gens parmi les sapiens qui évolueront et d'autres pas. Ça, c'est une vision eugéniste. Ici, il est clair que la science ouverte d'aujourd'hui, on est quand même dans le post-néo-darwinisme. Oui, on est dans le post-néo-darwinisme. C'est 2 fois après. C'est après, 2 fois après. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aux gens et aux citoyens que, en développant cette partie-là et en soignant tout doucement cela, il y a un flux dans le mouvement du corps qui va aller vers l'avant et faire des choses de plus en plus facilement. Voilà comment on libère un chaînon manquant. Déjà, au début, les sapiens, ils ne savent même pas que ça existe. Ils vont chez des psys. Alors, pensez bien qu'ils croient que les psys et les psychothérapeutes utilisent ce genre de trucs, de schémas si clairs, si limpides, si intelligents. Ben non, évidemment. Donc, ils font macérer les gens pendant un certain temps, dans leur truc. Et en fait, les sapiens tourneront autour de lui-même. Si on lui donnait une direction, un sens, ben alors il continuerait à évoluer. Parce que l'hypothèse de mon travail est de dire que la société capitaliste, qui est là depuis au moins 500 ans, empêche l'évolution spontanée du sapiens. Deuxième schéma manquant, voilà. Et ça se travaille en clan avec l'EFT, bien sûr, le plus souvent. Et alors, il y a aussi un petit truc intéressant que j'ai créé qui s'appelle le défi des 10 vraies émotions. Donc, c'est une vidéo par jour, d'aborder une émotion par jour et de la faire jouer selon une grille de lecture des acteurs. Les acteurs de théâtre ont des exercices à réaliser. Et pour travailler leurs émotions, ils la travaillent soit sous l'aspect de Stanislavski, soit tchécovien. Ah, madame connaît. Voilà. Et donc, je raconte pas de bêtises, intéressant. Eh bien, bon voilà, donc en fait, on demande aux acteurs de faire monter une émotion, soit sous forme d'un souvenir de ce qu'ils se souviennent, donc le corps se souvient et ils expriment ce souvenir-là, soit de créer de toutes pièces une mimique, une gestuelle, qui va faire venir l'émotion. Et donc le défi des 10 vraies émotions, c'est en accès libre sur la page Facebook. Si vous voulez, je peux tenter de réactualiser le bazar rien que pour vous. Oui, je sais, ouais, je peux. Eh bien, c'est jour après jour, sur 10 jours, de faire le test sur toute la journée, de tester l'émotion, la peur, le lendemain de tester l'émotion, la surprise. En fait, c'est d'abord passer par la surprise puis la peur. Et de les tester toutes les 10. Bien des membres ont dit que c'était ce simple exercice, parce qu'au départ, je croyais que c'était un simple exercice. Ils m'ont dit, waouh, Alain, ce truc, c'est génial. Ah, ok, super. Bah, alors pour les acteurs, c'est bien. En fait. Ils ont des bons outils, ces acteurs. Oui, ça me vient d'un metteur en scène belge qui a créé une pièce de comédie musicale qui s'appelle Clara. Eric, rien que pour toi. Donc voilà, on a des metteurs en scène de spectacles totalement inconnus en Belgique. C'est dommage, mais on a beaucoup de sommité, beaucoup de créativité chez nous. C'est très clair, c'est très bien. Tant mieux. Voilà, je me perds. On saute au 3e chaînon manquant. Yes? Le psychisme du soi. Ah, ça fait peur, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que le psychisme du soi? Et qu'est-ce que je veux bien raconter de ce truc? Allez, aide-les un petit peu, le soi. Eric, je comptais sur toi. Tu sais, toi. Vas-y, toi, tu sais. Merci pour le flop. Ok, non, je vais le dire à Grégory, je te jure. Ok, le psychisme du soi, eh bien je vais vous le montrer. Vous avez là le modèle du nouvel appareil psychique du Gaïen, parce qu'un sapiens, ça fonctionne sur le vieux modèle de Papa Freud. Vous savez le vieux modèle de Papa Freud? Non? Ah ben super, comme ça au moins vous n'avez même pas à l'oublier. Ok, c'était un modèle incomplet, donc je ne vais pas vous parler d'un modèle incomplet, puisque le bien est forcément tellement mieux, tellement plus complet qu'on comprend tout avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, le fameux ego, aujourd'hui on parle de l'ego, tu es l'ego, wouh! Il faut que l'ego se taise, il faut laisser parler l'intuition, la spontanéité, le corps, blabla, blabla. L'ego. L'ego, c'est notre identité extérieure, c'est la personnalité avec notre prénom que les autres connaissent, c'est ce que l'on montre aux autres, l'ego. En tout cas, c'est le ministre des Affaires extérieures.
C'est la partie de notre psychisme qui vient travailler avec tous les autres éléments à l'extérieur. L'ego. Et en dessous de l'ego, qu'est-ce qui soutient notre ego? Eh bien, c'est tout simplement notre subconscient, notre préconscient ou notre moi. En fait, le moi, c'est pas le bazar qui est devant. Le moi, il est derrière. Et le moi, il appartient à notre famille. Si je vous parle d'une intelligence archétypale, eh bien, en fait, imaginaire et archétypale, eh bien, c'est que l'imaginaire et l'archétypal fait partie du moi. En fait, on a une banque de comportements à l'intérieur de nous qui appartient à notre famille. Et nous, qu'est-ce qu'on tente de faire péniblement dans notre existence? C'est de se détacher de la masse de comportements de notre famille que l'on traîne désespérément toute notre vie, qui nous fait bien souffrir. On ne comprend pas pourquoi, mais en fait, on devrait lâcher ces comportements-là, pour accéder à nos comportements à nous. En fait, notre moi, c'est notre banque intérieure. C'est notre banque intérieure qui appartient à notre famille. Donc c'est le super coffre-fort, hyper lourd. Oui, parfois il est vide, on est d'accord. Mais en général, les familles sont quand même fort riches de beaucoup de choses. Donc on a un soubassement à notre ego. Vous voyez ces deux différences, cette différence entre les deux niveaux ou pas? Plutôt trouble pour Marianne. Non, ça va. Ça va? On pourrait appeler ça inconscient familial. Oui, clairement, hein, conscient familial, on est d'accord. Bien que le terme inconscient, en fait, il est un terme qui parle aux cellules du corps. Nous sommes quand même un collectif de milliards de cellules. Bien sûr, on a un ego qui nous fait dire « je suis Alain le Grand ». 1m64, c'est con. Prends dans ton ego, mon gars. Tiens, platch, Alain le Grand. Oh, le nabo. Bon, voilà, ça c'est l'ego qui paye, mais au fil du temps, c'est bon. Hein. On a travaillé là-dessus, et voilà. Donc, la différence, c'est que ça, c'est le subconscient familial. C'est le moi. C'est ce qui nous structure complètement. Parce qu'on n'est pas autre que notre famille. Il y a des gens qui se croient libres parce que leur père les a fait chier, leur mère était une folle, une cinglée. Alors ils disent non, ma famille, je les jette, je les emmerde, moi je suis différent. Eh ben, plus vous faites ça, et plus vous êtes prisonnier de votre famille, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, l'inconscient, ben, c'est l'ensemble du tissu cellulaire du corps. Ces milliards de cellules qui ont une vie propre, qui ont une destinée propre, qui se sont agencées, associées, bien sûr. Le patrimoine génétique de chaque cellule a été restreint, bien sûr, pour être en accord de ce que le corps demande. Mais il y a quand même une pensée qui vient de nos cellules. Ouvertement. Quand je dis une, c'est une myriade de pensées qui vient de nos cellules. Et il y en a tellement que ça se gère tout seul, mais c'est le nombre, le chiffre de données qui est véhiculé ici est tellement faramineux, en fait, on ne sait pas donner de nombre, que, évidemment, on ne pourra jamais avoir accès avec notre ego au matériel cellulaire. C'est juste impossible. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ici, c'est extrêmement restreint. On parle du flux de pensée égotique, à l'inverse de la mindfulness. Hé, regarde, copine, t'as vu? Chouette. Tandis qu'ici, on parle du continuum des cellules, et c'est une myriade, et c'est une intelligence symbiotique, et donc c'est quelque chose d'extrêmement primitif, d'extrêmement loin de la conscience, du conscient, pardon. Faisons pas l'erreur. Et ça, c'est notre corps, tout simplement. Alors, dans le nouveau modèle, ce fameux modèle où on met l'intelligence spirituelle, ben dans ce modèle où on met l'intelligence spirituelle, on a bien parlé du spirituel. Mais comment est-ce qu'on parle du spirituel? Dieu, le diable, c'est un peu court pour moi, Dieu et le diable. Ça ne me parle pas trop. Je suis psychologue clinicien qui sort d'une université laïque, donc je vais vous dire que Dieu et le diable, ce n'est pas un modèle avec lequel je bosse. Par contre, le soi est un modèle qui me convient très très bien, parce qu'il est tout le temps en action, dès avant la naissance et dès la naissance, c'est évident, parce qu'en fait, le soi, c'est ce qui est auto-générant, auto-structurant dans l'univers. Parce que l'univers est auto-structurant. Je peux vous dire ça, que l'univers est auto-structurant? C'est pas trop difficile à comprendre? Non, toi non. Non, je te fais plus confiance. Bon, il y a quand même bien une force qui auto-structure l'univers, hein, qui mène à ce corps absolument magnifique et fabuleux, qui est parfait. Ah non, on est qu'un très pas parfait. Donc en fait, il y a un mouvement qu'on ignore encore, et on appelle soit de soi, on appelle soit de soi de Dieu, soit on appelle comme on veut,
mais c'est un mouvement auto-structurant de l'univers. Et quand on dit ça, on dit quelque chose de suffisamment générique que pour parler du soi. Diana, c'est la définition un peu de Jung. Ah oui, oui, exactement, bien sûr. Il faut reprendre le travail de Jung. Il a été étouffé et maltraité. Et Ça me fait penser au modèle jungien. Et clairement, l'Ho'oponopono un peu aussi. je sais pas. Non. Il faudrait que tu Là, mettes les c'est la même correspondances, mais ça, je sais pas. Mais Jung, effectivement, bien sûr, le savoir de Jung a été éteint et tué par une nomenclatura, hélas, de gens qui n'étaient pas si intéressants que ça, en fait, et qui ont promu au nu le modèle freudien par rapport au modèle jungien, alors que le modèle jungien avait l'ouverture à la spiritualité, alors que Freud s'était fermé à ça. Et c'était la même erreur du côté d'Einstein, qui s'était fermé à la physique quantique parce qu'il avait trouvé tellement de belles choses de son côté qu'il avait fermé les portes à autre chose. Le même problème avec Freud, qui était de la même culture, donc je vous laisse imaginer les limites de cette culture, et c'est important de parler de cette culture-là aussi dans ce cadre-là, parce que pour moi c'est une honte sans nom d'avoir éteint le modèle jungien pendant des décennies. C'est une honte scientifique pure. Je me révolte contre ça en tant que scientifique, psychologue clinicien, donc je suis scientifique clairement. Alors, ramener ce modèle est extrêmement important. Et alors, en décembre, j'ai trouvé un Indien qui racontait, qui disait, vous en Occident, vous parlez de la pensée, mais vous êtes dans le faux de A à Z. Super, il commence bien celui-là. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Le gars, il commence à parler. Il nous dit que ce qu'il décrit comme le conscient s'appelle Buddhi. Ce qu'il décrit comme le préconscient ou le subconscient, c'est Anandkara. Ce qu'il décrit comme l'inconscient, c'est Manas, ou un autre terme beaucoup plus long. Et il décrit le soi comme Chitta. J'écoute le mec, je lui dis, mais c'est mon modèle. Voilà, c'est le modèle jungien, c'est le modèle asiatique. Mais en tout cas, c'est un modèle qui ouvre une perspective et qui permet l'accès de la spiritualité sous la forme individuelle. Ta spiritualité n'est pas la même que la mienne, ni la même pas sa perception, c'est pas la même que la sienne, et donc la spiritualité, c'est l'inverse d'une religion. Une religion, c'est cette perception intérieure que l'on veut relier aux autres et au tout, tandis que la spiritualité ne nécessite pas d'être relié aux autres comme ça. Et si on est fier de ce que l'on est, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'écraser les autres avec la colère, tel que les religieux le font. Mon Dieu est meilleur que le tien, donc j'ai le droit de te tuer. Et je le fais avec colère, et je viole ta femme, et je ravage tes gosses. Super! C'est le fruit d'un Dieu, ça? Hein? Merci de me l'apprendre. Bon, voilà, ça c'est la folie des religions humaines, c'est quand même clair, quoi. Hein, ça. Oui, mais c'est la religion vécue par un plan de conscience d'une équipe de foot. C'est-à-dire moi et mes copains contre les autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est juste le niveau C'est basique. pas tellement la religion, c'est le niveau de conscience de l'homo sapiens qui traduit Exactement. une philosophie plus complexe, mais il Exactement. adapte à son esprit limité. Exactement. Il faudra venir travailler avec moi, parce que vous êtes trop bon. Donc en fait, l'esprit limité du sapiens est très clair, et il respire, il vit tout le temps, il pense tout le temps dans des choses limitées. Tandis que certains mathématiciens m'ont fait un grand flash il y a quelques jours, parce que j'ai mis ces autocollants-ci il y a seulement quelques jours. Ils m'ont fait prendre conscience, j'ai écouté un documentaire sur l'infini. Et en fait, c'était, est-ce que l'infini existe? Et moi, je me dis, bah, évidemment que l'infini existe, qu'est-ce que tu racontes? Et je clique. Et en fait, je suis tombé sur un discours de mathématiciens qui parlait de la différence entre les infinis. Donc, je ne parle pas de l'infini, mais des infinis. Et il raconte qu'il y a des infinis qui sont plus petits que d'autres. Hein? Quoi? Ah oui. Et alors, ils continuent tout leur truc et ils déblatèrent leur bazar. Je les écoute bien attentivement pendant 1 heure et je me dis, ah, mince, le modèle. En fait, nous avons effectivement des sapiens qui passent toute leur vie là-dedans et à qui il est totalement impossible de comprendre qu'il existe d'autres dimensions. Vous avez tous autour de vous des gens à qui vous avez tenté de parler du monde intérieur. Jamais vous n'obtiendrez résultat positif parce que jamais ils ne vous entendront. Pourquoi? Parce que, en fait, ces instances psychiques sont des ensembles infinis. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous faire peur, mais en fait, ça explique pourquoi certains humains vivent totalement ici,
d'autres totalement là, d'autres encore totalement là, et certains complètement allumés de leur Dieu, religion, mysticisme ou compagnie, totalement de l'autre côté. Et à chaque fois, ça fait une catégorie d'humains avec des discours différents, qui évidemment ne s'entendent pas, et ont plutôt une propension à faire la guerre, en fait. Donc à quoi sert ce modèle? À comprendre qu'il faut tenter de faire de nouveau des connexions entre ces ensembles infinis qui ne sont pas si faciles à faire coïncider en même temps. Et c'est pour ça que le jaune, le soi, englobe tout. Parce que dans ce modèle de Persona Gaia, la conscience, c'est cette autostructure de l'univers. Et dans ce modèle, la créature Alain ne fait que de tenter de traduire la conscience de l'univers, avec son appareil psychique, avec son mental, avec son petit corps, et ainsi de suite. Vous voyez comme ça bascule quand même un peu la conception du sapiens, qui lui va dire non, 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 c'est moi qui décide de la vie, hein, t'es con quoi. Dans ce modèle-ci, on est en train seulement de comprendre qu'on fait ce qu'on peut pour traduire la puissance du soi. Parce que c'est une puissance mais vraiment gigantesque par rapport à la puissance d'un ego. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou est-ce que vous me suivez encore? Moi, ce que j'aimerais que tu définisses, ce sont des ensembles infinis. Oui. Ça sous-entend que les égos entrent en résonance les uns avec les autres et forment ce qu'on appelle des égrégores, où tu parles d'un infini. Exactement, on est d'accord. Dans l'individu. Et l'égrégore s'identifie à l'égrégore, et puis on fait la guerre aux autres, et on estime en toute bonne foi que l'on a le droit d'aller massacrer l'autre, et de détruire sa femme et ses enfants. Donc ce sont des phénomènes de mise en résonance. En fait. Clairement. Ah oui, clairement. Oui, oui, parce qu'on parle bien d'énergie dans toutes ces histoires, puisqu'on parle de l'électricité avec le FT et de tout ce qui s'ensuit, des fréquences. Parce que dans le modèle sur la frange, les 12 formes de l'intelligence vocale, auditive et musicale, on parle très clairement des fréquences. Et on utilise les chants ou les mantras. On a chanté des mantras chez Persona Gaia. On n'est pas une secte, mais on a chanté des mantras. Attention. Et donc, pour se faire entrer en résonance, pour faire percevoir quelque chose de nouveau en termes de notre... Tiens, j'ai une intelligence qui est là. Ça va, vous n'êtes pas totalement épuisé déjà? C'est la physique, il y a beaucoup de choses qui viennent de la physique quantique dans ce que tu dis. Je ne sais pas. Je ne suis pas un fada de la physique quantique parce que je crois qu'on... Je trouve que ton modèle du soi, c'est vraiment quelque chose qui vient grâce à la physique quantique. D'ailleurs, tu as marqué quantique à un moment donné. Le vide quantique dans le soi. Alors, pour moi, le vide quantique, c'est un non-lieu qui est blindé d'énergie, tel que nous le décrit Nassim Haramein, et que cette énergie est auto-structurante, et donc, par moment, des choses se passent dans l'univers et génèrent des réalités. On en est là avec ce qu'on raconte en termes de physique quantique, mais comme on met, hélas, aujourd'hui, le mot quantique pour ouvrir le champ des possibles un peu dans tout, il faut clairement définir de quoi on parle quand on met le mot quantique, en fait. Alors moi, quand je parle du vide quantique, c'est la définition des physiciens. Dans ce non-espace, c'est blindé d'énergie. Et parfois, de cet non-espace, émergent de la matière ou des structures. Pour moi, je ne parle que de ça, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas me faire passer pour un gogo, parce qu'évidemment, avec ce genre de modèle, on est vite attaqué, puisque c'est un modèle anticonformiste complet. Parce que tout ça sert à quoi? Mais tout ça sert à libérer l'homme, évidemment. Puisque je mets ici zone de conflit du sapiens. Parce que chez le sapiens, on lui a dit il y a un conscient, un préconscient et un inconscient, et on fait la guerre tout le temps entre les instances. C'est génial comme modèle. Ça ne vous rappelle pas le modèle des émotions? 4 enfermantes et chiantes, et une bonne? Vous imaginez le modèle qu'on nous a décrit? Eh bien, pour faire éclater ce modèle, pour nous libérer, pour arrêter cette compulsion au conflit intérieur, on va rechercher des informations ou l'état d'être du soi. Alors, dans Persona Gaia, il y a une belle grande grille, il y a des exercices pour parler du soi, de comment développer, comment ressentir et développer dans le concret du soi. Parce que ça, je ne suis pas le seul à travailler dessus. D'autres personnes travaillent avec le concept du soi, mais mes exercices, je les trouve bien. Comme ça, il faut prendre conscience, et en prenant conscience, on a une plus grande flexibilité quand on peut se permettre le spirituel. Beaucoup plus. Et les humains ont besoin de ça. Clairement. Ça va? Quatrième chaînon manquant?